c'est un vrai sujet aujourd'hui, un des plus difficiles à faire. Et donc, je trouve que l'initiative de Ars Identitatis d'ouvrir ce colloque, puis d'entamer une série de séminaires, journées d'études, publications sur ce sujet, est une initiative ambitieuse, que je félicite, auquel je suis très heureux d'être associé. Et je crois qu'on est tous contents de participer à ce beau projet. Donc, merci encore à vous. Je commence. J'ai choisi de parler auprès de vous d'identité culturelle. Ce qui n'est pas un sujet facile, dans la mesure où la notion d'identité culturelle est un alliage de deux concepts, eux-mêmes éminemment problématiques. Déjà, la notion de culture est elle-même difficile à cerner, puisqu'elle mobilise un spectre de signification qui va du sens restreint des connaissances intellectuelles et esthétiques, la culture privée, au sens le plus général que lui donne l'anthropologie, c'est-à-dire les codes, comportements, croyances, rites, symboles et représentations qui caractérisent une société donnée. C'est à ce second niveau que je me référerai, non sans garder à l'esprit qu'entre la culture dite cultivée des individus et la culture civilisationnelle des grands groupes se tissent aussi des allers-retours par voie de légitimation sociale ou d'intimidation politique. Je renvoie ici aux analyses de Bernard Lahire, à qui j'emprunte également l'analyse des effets induits d'une recherche qui institue son objet au moment même où elle prétend le constituer. Je cite : « Ceux qui s'efforcent simplement de décrire une réalité socio-historique observée contribuent, le plus souvent sans le savoir ni le vouloir, à faire exister ce qu'ils nomment. Nommer une culture, la qualifier, surtout quand on le fait depuis une position socialement légitime, comme c'est le cas des chercheurs, c'est faire exister symboliquement le groupe qui en est le porteur, le faire exister en tant qu'entité différente de toutes les autres. La culture est donc tout autant une affaire de regard que d'entité, de subjectivité que d'objectivité. Quant au concept d'identité, il est encore plus périlleux à déchiffrer en raison de la généralisation de ses occurrences. Car la problématique, vous le savez, est à la mode. Entrée en force dans le champ des sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du XXe siècle, son usage s'est accéléré de façon exponentielle sur les 30 dernières années. Et on ne compte plus les interventions sur ce thème dans l'enceinte académique, nous en sommes un bon exemple, mais aussi dans le débat public. Cette surenchère contribue à opacifier la notion plutôt qu'à l'éclairer. Quand on examine l'extrême diversité des acceptions retenues et les écarts entre les grilles d'analyse proposées, on se prend à soupçonner que l'extension du concept est inversement proportionnelle à son degré de compréhension. Voire que le mot lui-même, identité, est devenu un signifiant ouvert, à ce point flottant que chacun peut venir l'investir de ses propres attendus, des scientifiques aux politiques, en passant par les médias. Je vous en prie, bienvenue, trouvez-vous une place. La question est de savoir s'il faut voir dans ce flou terminologique un effet dérivé de l'éclectisme relativiste qui caractérise les sciences humaines, ou si plus profondément, elle tient à la notion elle-même, voire à l'objet qu'elle recouvre. Vous me permettrez de repartir de cette difficulté dans la mesure où cette ambiguïté constitue justement le point de départ de mon propos, que j'articulerai autour de trois grands axes. Première partie, plus théorique, pour évoquer les problématiques de l'identité et les paradoxes qui la caractérisent. La seconde, plus appliquée, en considérant le cas particulier des situations d'éducation, où le paradigme culturel constitue souvent un leurre plutôt qu'un passe-partout. La troisième, plus prospective, en proposant quelques outils théoriques et méthodologiques, s'efforçant de dépasser les apories des culturalismes. Je commencerai donc par rappeler le paradoxe constitutif qui fait de l'identité à la fois une notion apparemment limpide, chacun y voit un principe structurant de la conscience de soi, et pourtant redoutablement complexe,
comme en témoigne la prolifération des recherches qui y sont consacrées. En première analyse, on pourrait croire que l'identité est la chose du monde la mieux partagée, et dans la diachronie et dans la synchronie. La notion semble partie intégrante de l'histoire de la pensée. En témoigne par exemple sa pérennité dans la métaphysique occidentale, et de même semble-t-elle partagée dans tous les lieux du globe, où elle est déclinée dans toutes les langues. C'est une des rares notions à avoir un correspondant dans chacune des langues. Mais y regarder de près, les choses ne sont pas aussi limpides. D'abord, parce que l'exploitation philosophique du terme, identité, est loin d'aller de soi. À côté des efforts formels de l'aristotélisme, du thomisme ou encore du kantisme, pour fonder en droit un noumen de l'identité qui fonctionne comme une sorte de subjectivité transcendantale, garantissant continuité et permanence par-delà le changement spatial et l'écoulement temporel, on trouve au moins autant de remises en question, allant des paradoxes présocratiques, nous ne baignons jamais dans le même fleuve, à la critique radicale d'un Hobbes, le paradoxe des trois bateaux, d'Aimé, ou d'un Hume, avec le paradoxe des cellules, du renouvellement des cellules. Hume est celui qui exprime la critique la plus radicale, puisque pour lui, l'identité est un leurre, une illusion, et même une invention. Bref, une fiction, purement et simplement. Ensuite, parce que l'utilisation contemporaine du mot tranche radicalement avec cette tradition philosophique en substituant à la quête des essences l'examen des modélisations de l'identification. En sciences humaines et sociales, l'identité fonctionne à la fois comme un paradigme, pas de discipline qui ne se soit parée pour en faire une cheville ouvrière de sa réflexion, et comme un feu d'artifice, autant de définitions que de domaines de recherche. Il n'y a donc pas une identité qui ferait consensus, mais une prolifération d'identités selon l'angle d'attaque considéré. Ainsi, les identités de langue ou de territoire, de genre ou de tenue vestimentaire, de statut ou de rôles sociaux, d'ethnie ou de religion, etc. Alors, on peut tenter de les classer, même s'il y aurait autant de typologies envisageables que d'éléments à la série. On peut par exemple proposer une classification par catégorie, en fonction de la relation à l'espace, au temps, aux êtres ou encore au sacré. Je vous en proposerai une autre, dans le cadre d'une typologie sectorielle organisée en cercles concentriques, du micro vers le macro. Au centre, l'identité individuelle, sentiment d'être soi-même dans son unicité, l'identité groupale, sentiment d'appartenir à un groupe, restreint ou large, enfin, identité culturelle, sentiment d'appartenir à une culture commune, au sens anthropologique que j'ai évoqué précédemment. Un tel schéma en nombre concentrique est à la fois éclairant et trompeur. J'y apporte donc quelques précisions. La première est que le niveau intermédiaire des identités groupales est extensible à l'infini. Il y a quasiment autant de groupes possibles que d'identifications envisageables. Les bobos, les jeunes, les rebeux du 9-3, etc. Je ne vais pas allonger la liste, nous y passerions la totalité de cet exposé. Cette latitude laissée au processus d'identification a plusieurs conséquences. On peut s'identifier comme appartenant à plusieurs groupes simultanément. La coexistence de ces groupes peut se faire sur un mode harmonieux, mais aussi et plus fréquemment de façon conflictuelle, socialement ou psychiquement. La tendance de chaque groupe est d'abord de se démarquer des autres, pour mieux identifier son territoire propre par affirmation de ses différences. Enfin, la tentation de tout groupe est d'étendre progressivement sa sphère d'influence pour acquérir un statut de communauté hégémonique. Il en découle que le mouvement qui va du particulier au général est celui-là même qui pousse la raison à postuler l'universel derrière le singulier. On peut donc considérer que tout effort pour penser les stades successifs en cherchant le plus haut niveau recevable garde pour horizon l'aspiration vers un cercle supérieur, celui qui correspondrait, par exemple, à une identité universelle, à laquelle renverrait aujourd'hui, mettons, une conscience écologique, d'ordre planétaire, dépassant les singularités locales et même nationales.
Mais il faut ajouter que ce très hypothétique niveau supérieur confine à ce que les systèmes interprétatifs à prétention globalisante, la métaphysique, la religion, l'ethnologie d'antan, tendent à assimiler à l'humanité. On risque alors de retourner le problème à l'envers, donc de revenir au premier cercle, en assignant comme noyau dur de l'identité individuelle les invariants de ce qu'il est convenu d'appeler la nature humaine, oblitérant ainsi toutes les étapes intermédiaires. D'où ma dernière remarque. Autant l'on pourrait croire que le processus identitaire démarre avec l'individu et s'étoffe progressivement au fur et à mesure que celui-ci tente de s'inscrire dans des ensembles de plus en plus vastes, autant une telle vision passe sous silence le jeu de tension et de pression qui institue le processus en tant que tel. Or, l'analyse montre que le centre géométrique supposé du système, à savoir la sacro-sainte identité à laquelle tout humain devrait son idiosyncrasie, n'est qu'un cas d'école, susceptible d'autant de contre-aisants que de culture. Alors je renvoie notamment à l'exemple célèbre, relaté par Lévi Brühl commentant le voyage au Brésil du baron von Steinen, que vous connaissez tous. La stupéfaction du voyageur découvrant des bororos s'identifiant à des araras est ici emblématique de l'ébranlement de la conscience occidentale devant cette irrecevable identification de l'homme et du perroquet. Ce sont alors les outils épistémologiques eux-mêmes qui vacillent sur leur base devant ce déni, pour nous incompréhensible, du principe de non-contradiction. Alors le magistral Nature et Culture de Philippe Descola est venu depuis systématiser cette intuition lointaine en démontant l'échafaudage naturaliste de notre culture pour la mettre en regard d'autres modes de construction identitaire, pas moins légitimes et probablement plus porteurs. On peut pousser plus loin la déconstruction en formulant l'hypothèse que la construction identitaire peut se faire non pas par expansion centrifuge, mais au contraire par oppression centripète. Ainsi chez les Samo du Burkina Faso, où l'individu est la résultante d'un jeu de force articulant le social et le symbolique, et dont l'identité est une construction de l'extérieur et jamais une émanation de l'intérieur. Telle est d'ailleurs la conclusion de Claude Lévi-Strauss dans le séminaire pluridisciplinaire de 1975, où il réunit les plus grands esprits de son temps autour de la question de l'identité. Il en tire deux constats. D'abord, que mesurée à l'aune de ces occurrences les plus diversifiées, l'identité est dans tous les cas une production et non pas un état de fait. On peut alors poser en règle de pensée les éléments suivants. 1. Il n'y a pas une identité, mais des identités, et même une multiplicité d'identités. 2. Ces identités ne sont jamais données, mais toujours construites, et même enchevêtrées. 3. La construction identitaire est elle-même une activité collective, et même une somme d'activités par interaction de représentation, de transfert et de négociation entre les acteurs sociaux. La seconde conclusion à laquelle parvient Lévi-Strauss, dans un bel effort pour éviter à la fois l'appel du substantialisme et la tentation du relativisme, entre l'immutabilité tautologique et la diversité culturelle, c'est une citation, bref, entre l'idion et le koinon, c'est que l'identité a beau être un mythe, elle n'en est pas moins un mythe nécessaire, à condition d'en préciser à la fois le rôle et les limites. Je cite, « L'identité est une sorte de foyer virtuel auquel il nous est indispensable de nous référer pour expliquer certaines choses, mais sans qu'il ait jamais d'existence réelle. Son existence est purement théorique, celle d'une limite à laquelle ne correspond en réalité aucune expérience. » On voit ainsi que la lucidité de l'anthropologie moderne n'est pas synonyme d'abdication. Il ne s'agit pas de renoncer à toute théorisation des phénomènes identitaires, mais de les reconnaître comme des mécanismes indispensables au bon fonctionnement des personnes et des communautés, du moment qu'on en mesure les attendus et les pondérations. Au fond, l'identité est nécessaire à la conservation des espèces,
puisqu'elle garantit au sujet comme au groupe les principes de fixation indispensables à leur survie. Rien d'étonnant alors à ce que le processus soit plus que jamais d'actualité. Dans un monde globalisé marqué par la porosité des frontières et la généralisation des mouvements migratoires, le contre-coup inévitable est la résurgence des communautarismes et la tentation des replis identitaires, dont on comprend qu'ils sont moins les indices d'une retraite réactionnaire de la pensée qu'une forme de protection contre la dispersion et le désenchantement. Ipséité et ethnicité sont alors revendiquées à la façon d'un mécanisme de défense immunitaire, permettant de préserver le mirage de l'exclusivité à soi-même sous couvert du droit à la différence. Ça va, je parle pas trop vite? C'est assez fort? C'est pas trop ennuyeux? Il en résulte, au niveau individuel, le besoin de multiplier les dispositifs d'identification pour mieux contrer l'écroulement des certitudes et atténuer l'intensité des interrogations. N'oublions pas que l'homme du troisième millénaire doit gérer dans le même élan l'érosion des idéologies et des grands récits, le vertige d'une mondialisation gommant les contours ancestraux des territoires d'appartenance, ou encore la relativité généralisée qui caractérise la postmodernité. D'où le besoin de se doter à tout prix d'une silhouette identitaire qui tienne lieu de carte de visite, sinon de carte de séjour. Je cite l'anthropologue Jean Bazin, à qui je dois beaucoup. Les cultures sont désormais tout autant ces images que les autres fabriquent et diffusent de leur identité. La Terre est uniformément peuplée d'indigènes et le débat public tend à devenir une vaste confrontation de points de vue indigènes. Chacun se fait ethnographe de soi-même et tente d'afficher et de faire reconnaître sa différence culturelle comme la preuve de son essentielle altérité. À cette tentative, qui institue le sujet comme alter autant que comme égaux, correspond la tentation des systèmes à avancer leur position stratégique au gré de leurs propres contraintes d'existence. Au niveau du groupe, familial, social, politique, on y lira une propension naturelle à perpétuer le même et le connu, de façon à ancrer dans la durée les principes d'une chaîne de sens subsumant l'enchaînement de ces maillons. Resterait à déterminer le sens, c'est-à-dire la direction, de cette construction à la fois individuelle et collective. Est-ce le groupe qui façonne l'individu en lui imposant des lignées identitaires, ou bien est-ce le sujet qui va chercher auprès d'autrui la confirmation de ses appétences?